Pour cette deuxième conférence de la journée sur les additifs alimentaires et les auxiliaires biologiques, technologiques, pardon. C'est la journée où on est vraiment très très content. Et Destination Nancy et bien sûr le Musée français de la brasserie. Notre salon existe depuis de nombreuses années. On est heureux de vous retrouver pour cette deuxième conférence de l'après-confinement. Et bah oui, hein, on ne s'est pas vu depuis si longtemps. Bienvenue à tous. Donc, je vous présente Muriel Slavic de Brasseurs de France. Je vous présente Emmanuel Rondax de l'ENSAIA qui vont vous parler dès maintenant des additifs alimentaires. On se retrouve un tout petit peu après le cas échéant pour parler, pour les questions s'il y en a. Avec grand plaisir, oui. À tout de suite. Donc, je vais brièvement me présenter avant qu'on rentre dans la présentation dans le sujet. Donc, moi, je m'occupe des questions juridiques et réglementaires chez Brasseurs de France, donc syndicat qui représente les brasseries de toute taille en France et qui existe depuis 1878. Voilà, j'en ai fini. Je vous laisse la parole, Emmanuel, pour vous présenter. Merci Muriel. Donc, je m'appelle Emmanuel Rondax et j'interviens à l'ENSAIA, donc ça commence bien. La descendante de l'école de brasserie de Nancy qui date de 1893, sauf que l'ENSAIA date d'un petit peu moins. On fête juste nos 50 ans ce week-end-ci aussi. Donc on va être sur des choses assez agréables. Et je travaille dans le domaine des fermentations et de la sécurité alimentaire. Donc je serai plus dans le domaine de la technologie en termes d'intervention. Alors je vais commencer tout simplement par poser un petit peu le contexte parce que honnêtement, commencer à parler d'additifs alimentaires ou d'auxiliaires technologiques ici, on peut se dire qu'on est un petit peu à contre-courant par rapport au milieu microbrasseur, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une filière qui est une filière extrêmement dynamique en France. La filière orge-malbière, il n'y a pas que la bière, la filière orge-malbière est vraiment très très costaud, avec la France qui est tout simplement le leader mondial en termes de production d'orge de brasserie, attention, et on a aussi le premier exportateur et producteur mondial de malt, c'est la France, avec, au niveau des 5 premiers malteurs mondiaux, on en a 3 qui sont français. Alors ensuite, derrière, vous pouvez vous poser la question, vous pouvez vous dire, oui, mais au niveau tout simplement de la brasserie, où on en est Au niveau de la brasserie, vous voyez, on se rapproche gentiment du 2 milliards d'hectos produits par an. En France, on ne produit que 20 millions d'hectolitres par an à la louche. Donc la France n'est peut-être pas un pays extraordinaire en termes de production de bière, sauf que sa situation au niveau européen, elle n'est pas mauvaise du tout. Et surtout, ce qui fait le dynamisme de la France, ce sont les microbrasseurs. Donc on a une proportion ou une quantité de microbrasseurs ici qui est extrêmement importante en France par rapport à de nombreux pays. Donc on est sur quelque chose de très très favorable. Après, c'est moins rigolo quand même. Parce que quand on regarde, on est sur une filière intégrée, donc orge, malt, bière, on part du champ pour arriver jusqu'au verre. Et à l'heure actuelle, au niveau du champ, ça ne marche pas trop. Vous avez pu remarquer, on n'en doute plus, qu'on a des problèmes finalement de réchauffement climatique, on a des variations climatiques aussi, des aléas climatiques qui sont relativement importantes, et on a des tensions au niveau des récoltes, autant en niveau quantité. On a eu des moments quand même, si je reviens par exemple à 2016, où si on n'avait pas été un pays riche avec des moyens finalement de transférer ou d'importer des récoltes, on aurait été en famine. Ça, c'est la réalité des choses. Et ensuite, on a des problèmes de qualité. Qualité très important, vous le voyez en tant que brasseur, vous avez le problème de giclage, le gushing, vous avez des baisses de rendement avec tout ce qui est jaunisse naissante de l'orge, et puis on a aussi des problèmes de floculation précoce de la levure. Donc on a des tensions matières premières, qualité et quantité. Ensuite, on a le consommateur. Le consommateur, c'est vous, c'est moi aussi, et on a tendance à être un petit peu schizophrène, c'est-à-dire qu'on veut tout. On veut des produits qui soient peu ou moins transformés. Ah ouais, mais là, si je parle d'additifs et puis d'auxiliaires technologiques, c'est pas dans l'air du temps. On veut que les productions soient les plus locales, avec des matières premières bio, mais matières premières bio, je risque d'avoir des petits soucis derrière, tout en garantissant une forte qualité sanitaire, avoir une conservation qui soit la plus longue possible, et puis, je ne l'ai pas précisé, mais le consommateur, il ne veut pas payer non plus. Donc, il faut avoir la totale. Donc, on se retrouve au niveau d'un bel effet ciseau, où on a des tensions matières premières, qualité, quantité, et puis on a des exigences consommateurs qui augmentent, et en plus, on a de moins en moins finalement de moyens ou de leviers technologiques pour corriger le tir.
Donc là, on est typiquement sur le fil du rasoir, et c'est dans ce contexte-là qu'on vous propose finalement de refaire le point sur justement tout ce qui est additifs alimentaires et auxiliaires technologiques. Alors on va démarrer tout simplement déjà par les additifs, et puis donc avec Muriel, on va avoir les additifs avec le côté réglementaire, et puis je vous traiterai un petit exemple plus pratique, et ensuite on rebasculera ensuite sur les auxiliaires technologiques de la même façon. Merci. Donc, je vais rentrer dans la matière réglementaire qui est parfois un petit peu ardue, mais elle est nécessaire quand on est brasseur. Pour vous dire que voilà, il y a une définition réglementaire européenne ce qu'est un additif que j'affiche là, et je vais essayer de vous la décrypter rapidement. Donc, chaque brasseur doit avoir conscience qu'un additif, c'est pas un auxiliaire technologique, et on n'utilise pas de la même manière, et ça n'a pas les mêmes conséquences aussi sur le produit. Donc un additif, c'est une substance d'origine naturelle ou en fait obtenue par synthèse, qui est toujours utilisée à faible dose, à une quantité qui est strictement en fait nécessaire pour l'effet qu'on veut rechercher dans la denrée. Et la réglementation définit ou des quantités strictement nécessaires ou alors des quantités en fait maximales. Et cette fonction-là, il faut bien avoir en tête, c'est dans la denrée. Donc en fait, cette fonction que va donner en fait l'additif à la denrée, par exemple préserver sa couleur ou améliorer sa conservation, c'est quelque chose qui va perdurer dans le produit quand il va être vendu au consommateur. Et ce qui fait qu'en fait, notre additif, c'est un ingrédient en fait de la bière. Et cette utilisation, en fait, la réglementation a fixé par catégorie de denrées des additifs qui sont autorisés. Et on va voir plus loin que pour la catégorie bière et boissons maltées, on a une liste d'additifs qui sont autorisés. On a donc une fonction, on a dit associer un additif, il y a donc différentes fonctions qui sont définies dans la réglementation. Donc là, je les ai reproduites, les différentes fonctions qui existent dans le règlement européen et qui sont définies. Et ça, en fait, ça vous appartient à vous, en tant que brasseur, et votre fournisseur d'additifs vous aidera à vous dire quelle est la fonction majoritaire principale de cet additif dans ma bière. Et il faudra l'indiquer sur l'étiquetage, on le verra plus loin. Donc chaque additif, ce n'est pas quelque chose qui est comme ça établi cette liste, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement, disons, codifié et dans un but de sûreté du consommateur. Donc chaque additif est testé, autorisé par l'Agence européenne de sécurité sanitaire pour ses conditions d'utilisation pour une denrée précise, et en qualifiant et en donnant des conditions d'utilisation. Et quand une fois que ce test a été passé d'approbation par l'autorité européenne, l'additif obtient un code E, ce code E que vous voyez sur les étiquetages, parfois quand le produit en contient. Donc tout ça, cette procédure, c'est effectivement pour que l'additif soit vraiment utilisé de manière sûre par l'entreprise, donc que vous êtes le brasseur, et pour que le consommateur, il ait un produit sain et sûr. Donc on a une liste positive d'additifs, et c'est dans cette liste-là que vous allez pouvoir piocher pour pouvoir en fait obtenir les effets recherchés dans la denrée. Et en dehors de cette liste, il n'y a pas de salut, quoi, hein. On ne peut pas choisir autre chose. Donc je rappelle qu'effectivement, on a une liste à consulter. Donc je vais vous montrer en fait, je pense ensuite, je vais le faire après, la manière dont ça se présente. Et donc on doit utiliser ces additifs-là et pas d'autres. Donc dans les additifs en fait, qui sont autorisés en bière, il n'y en a pas non plus pléthore, il y en a une trentaine, exactement il y en a 31. Et donc les principales fonctions en fait, qui sont décrites dans l'usage des additifs en bière, c'est notamment les colorants. Donc là aussi, il n'y a que 4 caramels colorants qui sont autorisés dans les bières. Donc quand vous voyez des produits brassicoles qui sont colorés avec d'autres couleurs, c'est avec d'autres types de composés qui sont en fait ou des ingrédients de type ingrédients, ce qu'on appelle à propriété colorante d'origine végétale, donc qui peuvent donner des couleurs différentes, ou alors carrément un ingrédient comme un jus de fruits concentré qu'on met en œuvre dans une bière aux fruits. On a aussi donc la famille des édulcorants, et donc les édulcorants sont permis uniquement dans les bières sans alcool et les bières à teneur énergétique réduite. Pareil pour les agents de charge qui vont donner du corps en fait à une bière sans alcool, puisqu'effectivement son procédé de fabrication fait qu'elle va manquer un peu de corps et de goût, et donc ces agents de charge vont aider à améliorer la qualité gustative perçue par le consommateur de ces bières sans alcool. On a aussi toute la famille des conservateurs et antioxydants, donc, qui sont aussi là, utilisés parfois dans les bières sans alcool, parce qu'effectivement, elles ont un milieu plus propice à des développements de micro-organismes. Donc, ça va aussi aider à la conservation des produits.
Et on a un agent aussi moussant qui est aussi autorisé sur un certain nombre de bières. Donc tout ça, ce sont les grandes familles de fonctions qu'on peut trouver pour les additifs en brasserie. Et ça, c'est donc quelque chose que vous devez déterminer vous. Bien sûr, quand vous êtes un professionnel, vous savez finalement, en général, pourquoi vous utilisez un additif. Donc la liste dont je vous parlais au niveau européen, elle se construit comme ça. C'est donc un tableau dans un règlement européen. Et donc à chaque fois, on a le nom de la substance, son code en fait, avec ce code E. Et puis on a, s'il y a une quantité maximale, elle est décrite. Et puis parfois, on va dire, voilà, pour certains types de bières, simplement, je peux utiliser cet additif. Donc il faut être en mesure de consulter cette liste. Et j'attire juste aussi votre attention sur le fait que cette liste, elle s'applique aux bières et aux boissons maltées. Donc si vous faites un produit qui sort du décret bière, eh bien ce seront les mêmes additifs qui seront aussi autorisés. Alors, certains peuvent se dire, mais oui, mais finalement, les additifs, c'est caché, on ne sait pas. Eh bien non, justement, comme je rappelais au début, l'additif, c'est un ingrédient. Et donc, en fait, cet additif devra apparaître dans une liste d'ingrédients, si bien sûr elle est faite par le brasseur, puisque je vous rappelle que pour les bières, boissons alcoolisées, on n'a toujours pas de liste d'ingrédients obligatoire, même si nous, notre Fédération européenne Brasseurs d'Europe, a pris un engagement pour qu'en 2022, 100% des bières en Europe portent des listes d'ingrédients et les brasseurs sont déjà en ordre de marche pour ça et font très largement des listes d'ingrédients et donc devront indiquer à ce titre-là, quand ils utilisent un additif, la fonction de cet additif dans la bière et puis suivi de son nom ou de son code. Donc là, je vous ai montré deux exemples d'étiquetage que j'ai trouvés. Et là, vous voyez, il y a l'étiquetage de droite qui est correct parce qu'en fait, il y a bien la fonction qui est déclarée. Alors, je crois que c'est marqué, par exemple, antioxydant, acide ascorbique. Et par contre, pour l'autre, ça ne fonctionne pas parce qu'il a mis l'additif, mais il a oublié la fonction. Voilà. Et je rappelle aussi que pour tout ce qui est bière sans alcool et panaché, on est sur des produits qui sont non alcoolisés, d'un point de vue réglementaire. Donc, la liste d'ingrédients, par contre, est complètement obligatoire, comme toutes les denrées alimentaires autres. Voilà. Donc je crois que j'ai fait un petit panorama réglementaire pour pouvoir introduire le cas que Emmanuel va vous présenter, notamment le cas emblématique des caramels colorants. Merci beaucoup. Alors, on a donc une liste positive et même si vous avez justement un additif qui est dans cette liste positive, cet additif, il reste systématiquement sous contrôle. Donc il est autorisé, sauf éventuellement si on a des données un petit peu négatives. Alors, j'ai pris volontairement à l'exemple du caramel, donc ce n'est pas une obligation de mettre du caramel dans la bière, il n'y a pas de jugement de valeur sur le fait de dire je vais utiliser des maltes caramel ou des choses comme ça. C'est juste un exemple. Et donc, quand on regarde, caramel, on est sur effectivement un additif organoleptique, on est dans la catégorie 5, et globalement, si on veut faire du caramel dans sa cuisine, alors je ne vais pas parler de caramel lacté, ça c'est les bonbons au caramel, on a juste à chauffer des sucres plus ou moins complexes avec un petit peu de flotte et ça marche très bien. Alors ça marchera pour vous, pas pour moi parce que je suis naze en cuisine, mais globalement on arrive à faire brunir les choses. Alors, si on utilise justement ce type d'additif, c'est pour certaines propriétés. Donc, il y a le fait d'avoir une gamme de coloration plus ou moins précise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Des notions de coût. Si au niveau industriel, on va beaucoup plus vers le caramel, il y a aussi des notions de coût qui sont non négligeables. Mais aussi tout ce qui est stabilité et mise en œuvre. Parce que entre maîtriser justement des maltes spéciaux et maîtriser du caramel, on n'est pas sur le même degré finalement technologique. Alors, quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas qu'un caramel ou qu'un type de caramel finalement qu'on va plus ou moins chauffer. En vérité, on a 4 catégories de caramel en termes de chimie. On a une première catégorie de caramel, c'est le caramel que moi je pourrais faire dans ma cuisine. Je chauffe juste des sucres et puis on s'aperçoit quand même qu'en chauffant les sucres, si je commence à ajouter ou des acides ou des bases, si je modifie le pH de ma solution, j'arrive à mieux contrôler la réaction. Et je vais avoir des produits un petit peu plus stables. Là, c'est la première génération finalement de caramel qu'on va retrouver. Et donc, on est sur le E150A, qui est finalement assez peu utilisé à l'heure actuelle. On a un petit peu amélioré les choses. On est sorti du côté acide-base. Et puis, en termes de chimie, on a commencé à ajouter en plus des sulfites. Pas forcément très très clean, mais là encore, on arrive à développer ou à produire en quantité et en qualité quelque chose qui est stable. Alors ça, c'est bien gentil, sauf qu'au bout d'un moment, il y a eu un vrai saut qualitatif, un saut qualitatif tout bête, c'est le fait d'ajouter dans la mixture des ions ammonium ou tout simplement de l'ammoniac. Donc on colle de l'azote
Et si on colle de l'azote, on passe dans ce qu'on appelle des réactions de Maillard. C'est là où on mélange de l'azote et des sucres. Et on va avoir justement l'apparition de coloration, et de coloration finalement beaucoup plus sympathique et qui se contrôle un petit peu mieux. Alors le problème, c'est que quand je commence à ajouter mon ammonium, et bien là je vais vers des réactions de Maillard, et par rapport juste à de la caramélisation simple de sucre, et bien je vais avoir des produits annexes qui se créent, dont en particulier un produit toxique qui est le 4-méthylimidazole dont je vais parler après. Alors le souci quand même qu'on a là, c'est que en termes d'utilisation industrielle, on a pratiquement 95 à 98% de l'utilisation du caramel industriel qui était orientée vers justement ces deux dernières catégories de caramel. Et on a commencé à avoir des alertes qui sont apparues tout à fait naturellement. Alors, le fait de dire que j'ai des alertes qui apparaissent, donc par rapport à ces réactions de Maillard, alors je préfère le montrer, hein, Louis-Camille Maillard, parce que c'est un local, hein, il nous vient de Pont-à-Mousson, c'est un chimiste et un médecin local qui était pas mal du tout, et qui a étudié des réactions qui correspondent tout simplement à des réactions de cuisson. Quand vous faites cuire une andouillette ou un steak et que ça brunit, on est sur des réactions de Maillard, parce que vous avez à la fois des protéines, quelque chose d'azoté, et des sucres qui traînent dedans. Alors après, hein, bien évidemment, on a eu cette alerte qui est apparue sur le 4-méthylimidazole qui est produit au niveau des réactions de Maillard. Alors attention, hein, on dit des alertes, c'est pas un truc très très compliqué parce que ces réactions, elles sont connues quand même depuis longtemps. Et le fait de dire, ah ouais, si j'ai un caramel que je produis à partir d'ammonium, j'ai du 4-méthylimidazole dedans, faut pas s'appeler Einstein pour le trouver, hein. Globalement, en termes de niveau scientifique, c'est un peu comme si Caroline de Monaco avait trouvé des spermatozoïdes à la sortie du matériel de Rocco Siffredi. Globalement, c'était évident que si on allait justement utiliser de l'ammonium, on allait en retrouver. Alors après, bien évidemment, à partir du moment où l'alerte est lancée, on a un produit qui est référencé, qui est sur une liste positive, et on le met sous surveillance. Alors première chose, on a commencé à regarder justement la présence de ce 4-méthylimidazole dans nos caramels. Alors c'est classe 3, c'est le E150C, et classe 4, c'est le E150D. Et effectivement, regardez, hein, on a des belles concentrations, on est sur parfois du 1 g par litre de ce composé, ou 1 g par kilo de ce composé, dans le caramel. Sauf que quand vous regardez ce que ça va donner derrière dans les produits quand on a des effets de dilution, moi, si je me retrouve ici avec des sodas, enfin des boissons qui contiennent pas mal de caramel, du whisky, on se retrouve à des doses qui sont extrêmement faibles. Là, je ne suis pas sur du 1 g par litre, hein. Je suis sur des milligrammes par litre qui sont présents. Et regardez, je suis sur des réactions de Maillard. C'est simple, hein. Faites-vous un barbecue ou faites-vous un café et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de risques que dans la bière. Sauf que vous faites une tranche de viande au barbecue, personne ne viendra vous embêter, on n'a pas de réglementation associée. Là, quand vous tapez sur des additifs alimentaires, on est sous surveillance et donc forcément, on va avoir à travailler dessus. Alors du coup, on s'est retrouvé, c'était à peu près dans les années 2010, avec toute une série d'études qui ont justement défini la toxicité, mais de façon précise, de ce 4-méthylimidazole. Donc on a regardé sur des modèles qui sont des modèles animaux ou microbiens tout simplement, quelle était la toxicité ou quels étaient les seuils de toxicité et les mécanismes d'action de ce 4-méthylimidazole. Et en fonction de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine une dose au niveau de laquelle on n'a plus ou on n'a pas d'effets qui sont des effets létaux sur nos modèles animaux ou nos modèles microbiens. Et ensuite, par rapport à cette dose au niveau de laquelle on sait qu'on n'a pas d'effet, eh bien tout simplement en dessous, on va se donner une marge de manœuvre qui va nous permettre d'avoir des normes, les normes que vous avez vues juste avant, qui nous permettent de dire, globalement, au niveau de tel aliment, je ne vais pas dépasser telle dose et de mettre systématiquement le consommateur en sécurité. Et quand on regarde, on est sur du dynamique, parce que là on est sur une crise qui a démarré, on va dire, en 2005-2010. Ça a été réglé en 5-6 ans, mais pendant ce temps-là, on a travaillé sur d'autres substituts où on est reparti sur les formes 150A ou 150B au niveau du caramel chez les professionnels. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est réellement sur de la dynamique, parce qu'au niveau de nos modèles expérimentaux, pour évaluer les effets, entre autres cancérogènes, reprotoxiques, eh bien, on modifie nos modèles expérimentaux. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on s'intéresse maintenant de plus en plus aux formes physiques de ces additifs. Donc là, on commence à se préoccuper des fameux nanoparticules. Donc à ce niveau-là, au départ, on se préoccupait uniquement de la composition chimique, et maintenant la forme compte. Et puis ce qui est important aussi, c'est qu'on améliore encore la sécurité. Maintenant, on s'intéresse aux effets cocktails, on s'intéresse aux interactions. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial.
Donc le fait de dire j'ai des additifs, bah, finalement la réglementation elle est beaucoup plus stricte sur les additifs que ce qu'on pourrait avoir, on va dire, en mode cuisine classique. Et en plus, cette réglementation ou cette sécurité, elle est mise à jour régulièrement. Donc ces listes, on n'est pas sur des listes infinies, et je vous parle du caramel ici, la vie ne sera jamais un long fleuve tranquille pour le caramel, puisque le caramel ou les caramels vont toujours être sous surveillance. Voilà. Donc on va pouvoir passer maintenant aux auxiliaires technologiques. Donc pour les auxiliaires technologiques, ça va être un peu la même approche, mais qui va être pas au niveau européen, mais au niveau français. Parce que vous savez qu'en France, vous avez dû le découvrir si vous êtes déjà lancé en brasserie, on est hyper réglementé et parfois ça a des bons côtés, des fois ça a des côtés un peu plus lourds pour les entreprises. Donc en matière d'auxiliaires technologiques, on a aussi une définition. Alors elle est posée au niveau européen, je vous la mets là, je vous épargne sa lecture mot à mot, mais il y a des points clés que j'ai surlignés qu'on va retrouver pour vous décrypter ce qu'est un auxiliaire technologique et quelle est sa différence avec un additif. Donc un auxiliaire technologique, c'est une substance ou un composé qui peut être d'origine naturelle ou aussi obtenu par synthèse, comme un additif. C'est aussi quelque chose qui est utilisé à faible dose, donc aussi dans une dose strictement nécessaire pour un effet recherché. Mais cet effet recherché, il ne sera qu'au cours de la fabrication d'une denrée alimentaire, donc au cours de la fabrication de la bière. Et on n'aura pas, en fait, cet auxiliaire technologique ne sera pas présent dans le produit fini. Donc ce n'est pas un ingrédient de la bière, contrairement à l'additif. Et ça peut être éventuellement présent à l'état de résidus ou de traces qui sont ce qu'on dit techniquement inévitables. Et donc ça n'a pas de rôle dans la bière produit fini. De la même manière par contre que pour les additifs, il y a une liste positive, on va le voir, et des fonctions qui sont associées, et une liste positive par type de denrée alimentaire. Donc donner un exemple, par exemple, que vous connaissez certainement tous si vous êtes déjà brasseur, c'est tout ce qui est composé qui permettent, enfin, auxiliaires technologiques qui permettent de floculer les troubles qu'on veut enlever, des particules en suspension, ou alors tout ce qu'on veut filtrer aussi comme particules qu'on veut éliminer pour avoir une bière plus brillante, etc. Donc les auxiliaires technologiques, pareil, ils ont un effet, mais ils ont un effet qui est en cours de fabrication. Et pareil, la réglementation, comme un additif, elle a décrit en fait différentes catégories de fonctions que peuvent remplir un auxiliaire technologique. Donc il y a 16 catégories fonctionnelles qui sont définies là dans un texte national. Donc contrairement aux additifs, réglementation complètement européenne, validation européenne par les autorités compétentes. En auxiliaire technologique, on a une définition européenne, puis ensuite chaque État membre doit définir en fait les catégories fonctionnelles qui existent. Et la France, il faut le savoir, est le seul pays européen qui a défini une procédure assez similaire à celle des additifs pour être sûr que les auxiliaires technologiques qui sont utilisés par les professionnels sont utilisés de manière sûre. Et donc il y a tout un dossier à déposer par les opérateurs, pas vous, brasseurs, mais ceux qui vendent ces auxiliaires technologiques pour s'assurer en fait que l'auxiliaire technologique va être utilisé par les utilisateurs que vous êtes de manière sûre pour le consommateur. Donc là, j'ai représenté, il y a deux catégories en fait d'auxiliaires technologiques. Donc en rouge, c'est ceux qu'on appelle soumis à autorisation. Et il y a une procédure un peu plus allégée pour des substances moins préoccupantes ou des fonctions moins préoccupantes, qui sont des auxiliaires soumis à simple déclaration. Simple déclaration, ça ne veut pas dire non plus rien du tout. Mais voilà. Donc, et j'ai entouré en jaune les grandes familles de fonctions qu'on retrouve en fait dans la bière en brasserie. Donc on a principalement des enzymes, des agents de clarification, adjuvants de filtration et des agents d'acidification, alcalinisation, neutralisation. Donc comme je vous disais, là ici on est sur une validation quand ce sont des auxiliaires qui sont soumis à autorisation par l'autorité nationale de sécurité sanitaire, donc l'ANSES. Et donc il y a un dossier assez costaud en décrivant la substance, l'effet qu'on va rechercher et l'absence de résidus dans les matrices en fait, alimentaires dans lesquelles ils vont être autorisés. Et ensuite, à l'issue de ce processus, en fait, l'auxiliaire technologique est inscrit dans un arrêté, donc un texte réglementaire français, donc l'arrêté de l'octobre 2006. On va retrouver les auxiliaires qui sont autorisés par type de denrée, donc pour les bières, on va trouver, et puis éventuellement avec donc, les quantités associées qui sont autorisées en quantité maximale pour avoir l'effet recherché. Et on a une autre catégorie d'auxiliaires qui sont soumis à simple déclaration, ou c'est parce que ce sont des auxiliaires qui avaient été évalués il y a très longtemps ou qui ont une utilisation sûre selon l'historique qu'ils ont. Il y a des auxiliaires qui sont utilisés depuis des centaines d'années en fait, hein. Enfin une centaine d'années disons. Et donc ça, pareil, principe de liste positive. Donc il faut aller voir en tant que brasseur ce que je peux utiliser comme auxiliaire technologique en brasserie.
Et pas se dire « Ah ben oui, mais j'ai le copain belge, il peut utiliser la bentonite, donc la bentonite, je peux l'utiliser en filtration. Donc moi, en tant que brasseur français, ben non, je ne peux pas parce qu'elle n'est pas répertoriée, la bentonite, comme agent de filtration en France pour la bière. » Donc les grandes catégories, je les ai remises là pour notre univers, en citant quelques exemples. Donc voilà, vous pourrez en prendre connaissance ensuite. Et voilà comment se présentent en fait ces listes d'auxiliaires soumis à déclaration avec, comme je vous disais, le nom de la substance, et puis son rôle qui est décrit, et en fait le type de denrée dans lequel on peut l'utiliser, et puis éventuellement les conditions d'emploi. Alors ça, je ne vais pas poursuivre, mais il y a des choses un petit peu plus complexes parce qu'il y a eu des évolutions réglementaires. Mais voilà, si vous voulez plus d'informations, adhérez à Brasseurs de France. On répondra à vos questions. Alors, on a un petit moment de solitude, là c'est tout blanc, mais peut-être qu'il y a le retour, voilà, c'est ça. Ah voilà, excusez-moi. Voilà. Donc je vais repasser maintenant la parole à Emmanuel pour vous traduire concrètement, finalement, l'utilisation d'un auxiliaire technologique, à quoi ça sert dans un exemple qu'il va vous présenter. Et puis dédramatiser un petit peu les choses, hein, parce qu'on a des appellations qui peuvent être un petit peu surprenantes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que brasseur, le simple fait de faire de l'hydrolyse enzymatique, si vous revenez quelques siècles en arrière, c'est comme si en maltant, vous aviez développé vos propres auxiliaires technologiques. Parce qu'on avait des premières versions de bière, on avait des céréales non maltées, avec des rendements qui étaient très très faibles. Donc on peut revenir quelques siècles en arrière en disant, bah oui, mais l'introduction du malt, c'est un auxiliaire technologique qui m'apporte justement mes enzymes ici, qui vont me permettre d'hydrolyser mon amidon. On est typiquement dedans. Tout comme, si je reviens encore quelques siècles en arrière, au départ, on avait une cervoise qui n'était pas aromatisée. Quel additif on a mis dedans? On a mis du houblon. Alors que maintenant, c'est considéré comme quelque chose qui est intégré dedans. Donc, en termes de culture et en termes de technologie, vous maîtrisez déjà en partie certaines choses. Alors, par contre, c'est la réglementation qui est un petit peu plus taquine. Alors, quand on regarde le côté hydrolyse enzymatique, tout le monde en fait. Par contre, ce qui est amusant, justement au niveau brasserie, c'est que on ne cherche pas à hydrolyser totalement les glucides pour les rendre fermentescibles pour les levures. Il y a une chose à laquelle on ne touche pas, ces fameuses dextrines. On pourrait très bien utiliser finalement comme auxiliaire technologique des mélanges d'enzymes qui nous permettraient d'augmenter les rendements, sauf que le problème, c'est qu'on n'aurait plus de corps au niveau du mou. Donc en termes organoleptiques, on aurait quelque chose qui serait vraiment trop fluide et qui ne passerait pas du tout chez le consommateur. Alors après, la gestion des auxiliaires technologiques, effectivement, si vous voulez gérer des enzymes, c'est des choses que vous maîtrisez tout simplement avec vos paliers ou vos plateaux au niveau du brassage. Donc utiliser des enzymes, vous savez déjà le faire. Donc si vous êtes dans la classe utilisation d'enzymes en termes de techno, il n'y a aucun souci de votre côté. Alors par contre, vous focalisez toujours en termes de connaissances sur les diagrammes de brassage, le fait de dire je vais avoir telle ou telle activité enzymatique. Alors éventuellement, il y a le fait de dire je ne vais pas focaliser et puis j'y vais, je vais me faire un brassage anglo-saxon, je vais rester sur du 63 degrés pendant toute la durée. Ça, c'est une possibilité, mais vous focalisez la plupart du temps sur les glucides. Le fait de dire j'ai des sucres lents, j'ai de l'amidon et je vais passer à des sucres utilisables par mes levures pour faire de l'alcool, des arômes, tout ce que je veux. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas que ça. En termes de nutrition finalement des levures, vous avez aussi des protéases, des phytases et ainsi de suite qui vont hydrolyser les réserves que vous allez retrouver au niveau du grain pour libérer des peptides, des acides aminés, donc des versions un petit peu coupées des protéines qui seront plus facilement assimilables. Et si je suis sur les phytases, vous allez libérer du phosphore, donc ça va jouer à la fois dans la nutrition et dans l'énergétique cellulaire. Donc vous n'avez pas que ces enzymes-là qui jouent, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et puis, ce qu'on néglige assez souvent, c'est la partie protéique. Et au niveau de la partie protéique, malheureusement ou heureusement, on travaille avec de l'orge. Enfin, historiquement, on travaille avec de l'orge. Et l'orge, c'est bourré de gluten. Alors, moins quand même que ce qu'on va pouvoir trouver tout simplement au niveau du blé. Mais on se retrouve avec un mélange de protéines, des glutéines et des gliadines, qui forment ici un réseau. Alors, il n'y a pas que l'orge, bien évidemment, au niveau duquel on va le trouver. Ce réseau-là, ce qui va nous poser problème au niveau de la population, avec à la fois des intolérances et des allergies, là on est sur la maladie cœliaque, ces protéines, on va les trouver majoritairement énormément dans les céréales, mais tout simplement parce que depuis des siècles, on sélectionne des céréales qui contiennent du gluten parce qu'elles sont plus faciles à travailler ensuite, entre autres en panification. Donc ça, on se le reprend ensuite dans les gencives au niveau de la population, parce que là, oui, on a à peu près 1% de la population pour laquelle c'est une allergie franche.
Par contre, si on est sur le côté intolérance au gluten, les 2%, c'est minimisé parce qu'on a une grosse part de la population qui réellement a une intolérance, mais qui n'en est pas consciente. On a des personnes qui se disent « j'ai un petit dérangement et puis ça passera ». Mais derrière se cache tout simplement cette intolérance. Alors à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la bière qui contient de l'orge, qui contient ce gluten? Eh bien, on va avoir deux approches. On a une approche par substitution. Donc si l'orge contient du gluten, on va utiliser des céréales qui n'en contiennent pas. Donc c'est là où vous allez avoir tout simplement du millet, du sarrasin, un petit peu en rouge ici vous avez du sorgho. Donc on est sur des céréales qui sont dépourvues de gluten et qui sont totalement maltables. Il n'y a pas vraiment de souci de ce côté-là. Sauf que cette approche par substitution, il ne faut pas oublier que les propriétés organoleptiques, elles sont différentes. La bière de sorgho, j'adore ça, mais je sais que ça ne va pas avoir le même goût qu'une bière d'orge. Donc j'aime bien en boire une de temps en temps pour me changer les idées. Par contre, si vous avez quelqu'un qui a la maladie cœliaque, la personne en aura peut-être un petit peu marre d'avoir toujours de la bière au sorgho. Donc ça, c'est une chose à faire. Là, on sort un petit peu de la diversité. Ensuite, on va avoir les notions de disponibilité. Alors je sais que par exemple, le sorgho, ça commence à s'implanter en France, ok, mais est-ce qu'on va en avoir assez pour produire? C'est quelque chose qui n'est pas très très sûr. Et puis lié à cette disponibilité, on va avoir du coût. Alors il y a le coût financier, mais il y a aussi le coût environnemental. Est-ce que ça vaut le coup de faire des milliers de kilomètres à des matières premières pour derrière obtenir une bière qui soit dépourvue de gluten? Et c'est pour ça que vous avez l'autre approche. C'est l'approche justement auxiliaire technologique, le fait d'utiliser des protéases, donc des enzymes, qui vont hydrolyser justement ce gluten en petits morceaux, en morceaux plus ou moins petits, pour ne plus avoir cette structure tridimensionnelle qui cause justement les problèmes médicaux, les problèmes alimentaires qu'on va avoir. Alors dans ce cas-là, ces mélanges d'enzymes, ils sont très connus, on les utilise couramment. Alors la grosse artillerie, c'est en meunerie, où on va traiter des farines, on va dégluténiser des farines par un traitement enzymatique, ce qui fait qu'après, on aura une commercialisation de ces farines, soit directement pour le consommateur, soit éventuellement pour des transformateurs derrière, premier ou second transformateur. Alors, sauf que là, on est sur du solide, il faut repasser en milieu liquide, hydrolyser et ressécher, c'est un peu compliqué. Quand on est en brasserie, on a tout gagné, parce qu'on travaille déjà au niveau du brassage en milieu liquide. Donc le mélange d'enzymes, on peut l'ajouter au mélange d'enzymes d'hydrolase classique qu'on a pour hydrolyser l'amidon et on va utiliser tout simplement les paliers, on va mettre à profit les paliers pour se débarrasser de cette structure gluten. Et dans ce cas-là, cette approche auxiliaire technologique, elle se justifie complètement avec des gros intérêts. Donc l'objectif initial, c'est d'hydrolyser, de déstructurer le gluten pour ne plus avoir de problème avec. Sauf que quand vous regardez les noms commerciaux, donc j'en ai cité un ici, oui, mais quand vous hydrolysez les protéines, vous diminuez le trouble, vous diminuez le risque d'avoir du trouble, et c'est pour ça que vous avez un nom commercial, Clarex, qui met plutôt en avant cette diminution du trouble. Mais en vérité, ça marche extrêmement bien en termes de dégluténisation. Alors par contre, ça marche très bien, sauf que comme vous hydrolysez des protéines en peptides en acides aminés, vous apportez des sources azotées qui vont être des sources azotées un petit peu différentes. Vous changez la composition azotée de votre milieu de culture pour les levures. Et typiquement, la composition azotée du mou, c'est quelque chose qui va jouer sur la production d'arômes en garde. Donc, vous tapez sur de l'auxiliaire technologique, là ça marche très très bien, mais ça signifie que il faut tout simplement développer des nouveaux savoir-faire ici. Et par rapport à l'introduction au niveau de laquelle je vous disais on a des changements environnementaux, oui, les changements environnementaux font aussi que votre fraction en acides aminés que vous allez retrouver au niveau de l'orge et ensuite au niveau du malt, cette composition de cette fraction d'acides aminés, elle a tendance à changer avec le réchauffement climatique. Et donc vous, en tant que brasseur, il faut que vous soyez capable d'intégrer le changement au niveau de la matière première et un deuxième changement ensuite en termes de maîtrise des auxiliaires technologiques. Donc là, en termes de techno, j'ai confiance en les brasseurs, parce que la techno, c'est quelque chose qui est dans votre et dans notre ADN, il n'y a pas de souci. Mais surtout, n'oubliez pas justement ce que vous pouvez retrouver éventuellement en garde. Mais quand vous regardez, par rapport à une vision qui peut être un petit peu négative des auxiliaires technologiques, vous voyez que là, vous pouvez faire en sorte qu'une part non négligeable de la population puisse s'orienter vers des aliments et se faire plaisir avec des aliments de qualité. Donc je vais passer la parole à Muriel pour la conclusion. Merci. Donc brièvement, parce que je crois qu'on est en retard comme d'habitude.
Donc, en conclusion, ce qu'on voulait que vous reteniez, c'est qu'il y a quand même des différences entre un additif et un auxiliaire technologique. Et la principale, effectivement, c'est qu'un est un ingrédient, il a une fonction dans la denrée, c'est l'additif. Il devra être étiqueté quand il y a une liste d'ingrédients. Et l'auxiliaire technologique, lui, il a une fonction qu'en cours de fabrication. Il ne sera pas présent dans la bière et donc ne sera pas étiqueté. Et retenir que toutes ces bestioles sont bien sûr utilisées de manière sûre. Donc, les brasseurs, ils en font, comme j'ai dû le résumer dans cette slide, ils n'utilisent pas pour rien, ils les utilisent dans un but précis. Ils utilisent ça de manière raisonnée aussi, parce qu'on ne sème pas de l'auxiliaire technologique ou d'additifs pour rien. Et en fait, il faut savoir que la réglementation pose aussi le principe que l'utilisation de ces additifs ou ces auxiliaires, elle doit se faire sans tromper le consommateur. Donc, on a aussi une évolution réglementaire sur les enzymes qui se profile, parce que c'est en fait une réglementation qui va devenir européenne, donc il y aura peut-être des changements. Et on voulait aussi attirer juste un petit point, et ça fera le lien, je crois qu'il y a une conférence sur le bio aussi aujourd'hui ou demain, qu'en réglementation biologique, on a une liste plus restreinte d'additifs et d'auxiliaires technologiques, mais néanmoins, on en a aussi à disposition pour répondre aux besoins des brasseurs. Voilà, je pense qu'on en a terminé et on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci pour cette belle présentation très très complète sur ces éléments, mais peut-être pas aussi complète que vous le désirez. Et sûrement quelques questions peuvent vous être venues au cours de cette présentation. Oui, moi aussi je commence à avoir chaud, je vous confirme. Pour autant, qui prend la parole en premier ? Juste une petite remarque. J'ai vu certains d'entre vous qui prenaient des photos au niveau des diapos. Je pense que les diapos seront accessibles. Donc la conf est filmée, ou toutes les confs sont filmées, et les diapos seront accessibles derrière. Donc comme ça, vous n'avez pas à courir pour prendre des notes et toutes les listes que vous avez pu voir. Voilà. Je confirme que vous pourrez obtenir les liens pour les conférences, en tout cas pour les diaporamas, auprès de l'accueil du musée de la brasserie. Ils seront en ligne d'ici peut-être une quinzaine de jours, quelques manips. Mais vous les aurez sans problème. Évidemment, des questions peut-être ? C'est le moment. Ah, oui, bien sûr. Quelle est la dose maximale de sulfite autorisée dans la bière ? Là, on est dans le précis. Je ne la connais pas par cœur, mais en fait, il y a deux seuils, selon si on est en fût et si on est en d'autres conditionnements. Et par ailleurs, il faut savoir qu'effectivement, les sulfites, alors c'est beaucoup moins important en dose que dans d'autres types de boissons alcoolisées, on va dire, pour ne pas les nommer les vins. Et de toute manière, on doit afficher en fait la présence des sulfites dès lors qu'on dépasse 10 ppm, donc 10 mg par litre, parce qu'on est effectivement à ce moment-là, on a ces sulfites qui posent des problèmes d'allergie, enfin d'intolérance plus précisément, et donc c'est étiqueté sur le produit. Alors, pour en rajouter une couche, donc on a la limite des 10 mg, donc on doit mettre contient des sulfites. Après, je crois que c'est aux alentours de 20 où on doit avoir, mais ça dépend des boissons. Alors attention, quand on fait du vin, effectivement, faire du vin sans soufre, c'est un truc qui est un petit peu compliqué. On est exempt de ça au niveau de la brasserie, on est beaucoup moins soumis à ça, sauf que du fait du réchauffement climatique, on commence à avoir des problèmes justement en termes de composition en acides aminés de nos orges et donc des maltes derrière, et on a certains acides aminés qui sont des initiateurs de production des sulfites par les levures. Donc même si vous n'ajoutez pas un pet de sulfite dans vos levures, vous pouvez, dans vos brassins, vous pouvez vous retrouver en fermentation avec une génération de sulfite. Ça peut arriver, et c'est pour ça que si vous allez dans tout simplement dans les linéaires, vous allez de temps en temps trouver des bières, et pas forcément des bières asiatiques ou des bières d'Asie mineure de Turquie, au niveau desquelles vous avez contient des sulfites, vous allez pouvoir le retrouver sur des bières occidentales. Ça commence, c'est un vrai problème qui commence à émerger. Là, le réchauffement climatique, il est réel, même pour les brasseurs. On n'avait pas réellement ce problème-là depuis longtemps. Mais moi qui suis un tout petit brasseur, comment je peux le savoir qu'il y a des sulfites dans ma bière? Parce que je n'ai pas les moyens, sans additifs. Comment je peux le savoir? Il faut faire des analyses.
Alors, on ne peut pas en faire multitude, mais c'est vrai que dans le package de base, allez dire, d'analyse à faire au moins une fois quand vous concevez votre recette et peut-être même une fois par an, à minima, ben, c'est des éléments qu'il faudrait analyser, comme le titre alcométrique. Et c'est des éléments que regardent les fraudes, en fait, hein, quand ils font les prélèvements en brasserie et quand ils vont en contrôle. Ils sont en ce moment dans un deuxième plan de contrôle national des brasseries de toute taille. Donc voilà, ils regardent ces éléments-là, ils analysent. Et puis si vous n'avez rien pour prouver ce que vous avez étiqueté ou pas parce que vous pensez que vous n'aviez pas dépassé cette limite, ben, vous serez effectivement en difficulté. Alors, pour revenir sur le fait de dire j'ai un contrôle européen ou un contrôle national, au niveau de ces sulfites, vous pouvez voir que si vous allez dans le sud-est asiatique, vous allez aller en Chine. La tendance, c'est plutôt de sélectionner des levures qui surproduisent les sulfites en disant « mais moi, je fais de la sécurité alimentaire ». Et donc, vous allez avoir des réglementations qui peuvent être très, très changeantes. Oui, d'accord. Excusez-moi, j'ai peut-être mal suivi au niveau des auxiliaires technologiques. Est-ce qu'il y a lieu de les figurer sur l'étiquette? Non. Non. Pas étiqueté parce qu'il n'est pas présent dans le produit. Ça joue qu'un rôle pendant la fabrication et ensuite, c'est qu'à l'état de trace techniquement inévitable dans le produit. Donc, effectivement, c'est pas étiqueté. Okay. Double question. Alors là, il y a une prime. Ah, oui, un bon client. Alors, à partir de quel niveau de quantité qu'on retrouve dans la bière, on est obligé de les spécifier. C'est-à-dire, par exemple, si on met des arômes ou des choses comme ça, à partir de quelle quantité faut-il les spécifier? Alors, enfin là, les arômes, ce ne sont ni des additifs ni des auxiliaires technologiques, c'est encore un autre type de bestiole, j'allais dire. Et donc, ceux-là, en fait, un arôme est un ingrédient, donc il faut systématiquement l'étiqueter dans la liste d'ingrédients. Et il fait référence, pour les bières qui sont fabriquées en France, dans la dénomination de vente, puisqu'à ce moment-là, c'est une bière aromatisée. C'est plus une bière tout court, j'allais dire. Voilà. Donc, il n'y a pas de notion de quantité là, sur l'arôme, c'est à déclarer systématiquement comme l'additif. Ça doit être présent dans la liste d'ingrédients. Voilà. Ce qui peut être différent sur la dénomination de vente dans d'autres pays, c'est pas forcément reporté dans la dénomination de vente. Par contre, s'il y a une liste d'ingrédients chez un brasseur belge, ben l'arôme sera assisté parce que là, la liste d'ingrédients, c'est une réglementation européenne. Allez, une dernière question, elle est là. Bonjour, je voudrais une information sur le Nutri-Score qu'on parle actuellement au niveau du consommateur qui cherche des produits qui sont assez authentiques. Et la bière, elle est dans une catégorie donnée. Est-ce qu'avec additif ou sans additif, elle change de catégorie ou est-ce que si elle a un label avec sans gluten, est-ce qu'il y a des différences à ce niveau-là? Comment ça se passe? Alors d'abord, le Nutri-Score ne s'applique pas aux boissons alcoolisées. Première chose, donc si vous en retrouvez, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc le Nutri-Score ne s'applique pas aux boissons alcoolisées. Et sur les boissons non alcoolisées, donc les bières sans alcool et les panachés, en fait, le règlement d'usage de la marque de Nutri-Score, qui appartient en fait au pouvoir public, laisse entendre que ça ne serait pas possible d'afficher non plus parce qu'en fait, on a une obligation quand on est un industriel ou une entreprise qui veut faire apparaître le Nutri-Score. C'est une démarche d'abord volontaire de l'entreprise, hein, c'est un étiquetage nutritionnel uniquement, donc ça ne prend pas en compte la notion d'additif ou pas. Là, je pense que vous faites plus référence à d'autres types de scoring parce qu'on a tellement de différents qui sont autour des notions ultra transformées, etc. Donc ça, c'est des initiatives qui ne sont pas, si vous voulez, bordées par les pouvoirs publics et scientifiquement éprouvées. Donc le Nutri-Score aujourd'hui, vous n'en trouvez pas sur la bière, c'est normal, et sur les bières sans alcool non plus normalement, parce qu'en fait, donc je ne sais pas terminer ma phrase, le règlement d'usage de la marque Nutri-Score qui appartient au pouvoir public dit qu'en fait, quand une entreprise décide volontairement d'étiqueter avec le Nutri-Score, elle doit le faire sur tous les produits de sa marque, en fait, quelle que soit la gamme de produits. Donc là, on a un problème si, par exemple, on a une bière sans alcool qui porte la même marque que la bière alcoolisée. Voilà. Donc le Nutri-Score ne prend pas en compte les additifs. Il est sur la partie nutritionnelle. Voilà. Et là, on parlait des différents scorings. Sur votre portable, vous avez Yuka, hein, je suppose. Allez tout simplement au rayon bière et puis vous verrez que ça bottera en touche. Donc, ce qui est un petit peu logique. Mais comme on le disait, transparence, hein, additif, c'est toujours présent sur l'étiquette. Donc
regardez vos étiquettes et vous trouverez l'additif s'il y en a, s'ils sont utilisés, parce que ce n'est pas systématique. C'est un peu comme les antibiotiques. Hein. Et puis un petit rappel, hein, ça c'est mon côté microbiologiste. Quand on fait de la bière, alors on voit le côté organoleptique, hein, on voit des côtés très agréables ou éventuellement le côté match de foot à 4 grammes, ça c'est un peu moins sympathique. Mais au départ, faire de la bière, c'est de la fermentation alimentaire, on fait de la sécurité alimentaire. On stabilise un produit à l'aide de microbes. Hein. Donc on ne va pas revenir en arrière en finalement dénaturant le produit avec des réglementations qui seraient des réglementations indignes. Je crois qu'on a fait le tour de la question, y compris celle de Stéphanie de Monaco et de ses relations par ailleurs. On n'est pas passé à côté. Alors, merci pour cette... Pour Stéphanie de Monaco, je suis désolé, c'est quelque chose qui, universitairement parlant, est très très important parce qu'elle a eu une jeunesse universitaire qui était très très dynamique. Donc c'est pour ça que ça fait partie de nos références. En tout cas, merci pour le clin d'œil. Merci beaucoup pour votre présentation, les applaudis bien fort. Et on vous retrouvera. Vous pouvez bien sûr les retrouver devant le musée de la brasserie sur l'espace pour poser quelques questions plus particulières et plus pointues, le cas échéant. Et je vous donne rendez-vous à 13h45 pour la table ronde qui nous parlera d'emballage et de conditionnement. Donc là, on a parlé de la bière, alors on va parler de ce qu'il y a autour. Je vous retrouve donc à 13h45 avec Jean Poncet, rédacteur en chef de Liquide et Conditionnement. Et puis on se retrouvera aussi à 15h15 pour parler du bio. Je confirme ce que disait Muriel tout à l'heure pour dire qu'il y a une conférence et c'est bien cet après-midi à 15h15. À 16h15, on parlera d'organisation du travail et de sécurité, bien sûr. Et enfin, on parlera de houblon en fin de journée. Et puis, bien entendu, sur vos dépliants, vous retrouverez toutes les présentations qui se tiendront demain, samedi 23 octobre. Destination Nancy et le musée français de la brasserie sont heureux de faire ces présentations. N'oubliez pas de vous inscrire auprès de l'accueil pour obtenir le cas échéant les liens pour obtenir les liens des présentations qui auront été mises en place au cours de ces conférences. À tout à l'heure.